Imagine une époque où vendre du vin te mettait en prison, et où un simple nom de code, poulet noir, te permettait de continuer à en boire. Aujourd'hui, on voyage en pleine prohibition américaine. L'alcool est interdit, les bars sont fermés, les vignerons ruinés. Et pourtant, au fond d'une ferme de la Napa Valley, un téléphone sonne. Une voix chuchote. Allô? Je voudrais un poulet noir. Sauf qu'il ne s'agit pas du tout d'un animal. Derrière ce code se cache une bouteille de Zinfandel, du vin qui, comme tous les vins aux États-Unis à cette époque, est totalement interdit. Cette histoire vraie du Black Chicken, c'est plus qu'une anecdote. C'est le symbole d'un système parallèle, à une époque où la loi voulait tuer le vin, mais où il a fini par renaître, plus fort que jamais. Tout commence en 1920. Les États-Unis viennent d'adopter le 18e amendement et le Volstead Act. Plus de production, plus de vente, plus de transport d'alcool. Rien, zéro, pas une goutte. Sur le papier, c'est la victoire des ligues de tempérance qui rêvent d'un pays plus sobre, plus pur. Et dans la réalité, c'est un désastre économique et culturel. Les brasseries ferment, les bars deviennent clandestins et les vignerons de Californie sont au bord du gouffre. Sauf que, au milieu de cette loi très stricte, se cache une minuscule faille, la section 29 du Volstead Act. Elle autorise chaque famille à produire environ 750 litres de jus de fruits non enivrant pour sa consommation personnelle. En gros, c'est du jus de raisin. Mais rien n'interdit qu'il fermente accidentellement à la maison. Et là, tout bascule. En quelques mois, les Américains deviennent tous des vignerons du dimanche. Les familles italiennes, portugaises ou croates, déjà habituées à faire leur propre vin, se ruent sur les raisins californiens. Et les wagons quittent la Napa Valley par milliers. Les chiffres sont fous. La surface des vignes explose, passant de 40 000 à plus de 275 000 hectares. C'est comme si toute la région parisienne s'était recouverte de vignes en quelques années. Le prix du raisin est multiplié par 40 et la consommation de vin maison triple. Résultat, la loi qui devait tuer le vin le rend plus populaire que jamais. Un échec pour les partisans de la prohibition. Mais ce boom va aussi transformer profondément la viticulture américaine. On ne cherche plus la finesse, mais la résistance. Il faut des raisins capables de survivre à une semaine de train sans pourrir. Et c'est là qu'entre en scène notre héros de l'histoire, le Zinfandel. Le Zinfandel, c'est un cépage immigré arrivé de Croatie au 19e siècle. Déjà populaire chez les mineurs durant la ruée vers l'or, il a 3 qualités parfaites durant cette époque interdite. Premièrement, il voyage bien. Ses grappes serrées et sa peau solide lui permettent de traverser les États-Unis sans se détériorer. Idéal pour être expédié à New York ou à Chicago. Deuxièmement, il est sucré. Beaucoup de sucre égale beaucoup d'alcool, et quand on fait du vin dans sa cuisine sans matos pro, c'est précieux. Troisièmement, il est indulgent. Même vinifié à la va-vite, il donne un vin fruité, corsé, buvable. Bref, c'est le raisin parfait pour faire du jus de fruits accidentellement fermenté. Et c'est ainsi que le Zinfandel devient, sans le savoir, le cépage emblématique de la prohibition. Mais comment les vignerons américains vont-ils faire pour survivre quand vendre du vin est illégal? Ils vont rivaliser d'ingéniosité. 2 grandes stratégies vont émerger. La première, la brique de raisin. Certains domaines vendent des blocs de concentré de raisin déshydraté censés servir à faire du jus. Sur l'étiquette, on lit des avertissements assez particuliers. Ne dissolvez surtout pas cette brique dans un gallon d'eau et ne laissez pas le mélange 20 jours dans un placard, car il se transformerait en vin. Autrement dit, une recette déguisée en avertissement légal. La deuxième, le vin de messe. Une autre faille du Volstead Act autorise la production d'alcool pour les cérémonies religieuses. Certains domaines deviennent donc très pieux, et la production de vin sacré passe de quelques milliers à plusieurs millions de litres. Certains prêtres se retrouvent à gérer des véritables réseaux d'exportation divine. Le plus malin, Georges de Latour, du domaine Beaulieu-Vagnard. Dès 1907, il avait obtenu un permis national pour faire du vin d'hôtel. Résultat, pendant que tout le monde faisait faillite, lui quadruple sa production. C'est ce qu'on appelle avoir le nez creux. C'est donc dans ce contexte qu'est née notre histoire. Direction cette fois la Napa Valley dans les années 1930-1940. Un fermier italien,
Pietro Biale cultive du Zinfandel sur sa propriété. Son fils Aldo reprend ensuite la ferme avec sa mère Cristina. Ils élèvent des poulets blancs, vendent des fruits et, discrètement, un peu de vin aussi. Mais à cette époque, les téléphones à la campagne fonctionnent sur ce qu'on appelle une party line, une ligne partagée entre plusieurs foyers. Autrement dit, tout le voisinage peut écouter vos conversations. Impossible de dire « Passez me prendre une cruche de vin », tout le monde le saurait. Alors Aldo invente un code. Quand un client voulait du vin, il disait simplement « Je voudrais un poulet noir ». Personne n'y voyait rien à redire. Un simple type de volaille, non? Mais pour la famille Biale, c'était un mot de passe. Et le Black Chicken est né. La famille Biale n'était pas la seule à parler en code. Toute l'Amérique s'est mise à inventer un nouveau vocabulaire pour contourner la loi. Les bars clandestins s'appelaient des speakeasy, littéralement des lieux où il fallait parler doucement pour ne pas se faire repérer par la police. Un whisky illégal? On appelait ça du hooch, un alcool de contrebande souvent fabriqué dans les baignoires. D'où l'expression « bathtub gin ». Un vin bas de gamme fait maison? On appelait ça du fruit juice, du jus de pied, en référence au foulage des raisins à l'ancienne. Les gens bourrés? Ils étaient zozzled, un mot d'argot pour dire complètement ivre, façon rincée ou pété chez nous. Et ceux qui se moquaient ouvertement de la loi? On les appelait les scofflaws, littéralement ceux qui rient des lois. Ce langage parallèle, né de la rébellion, a façonné une culture entière. Il a créé un sentiment d'appartenance, une culture underground. Et au fond, le poulet noir en est une version rurale et poétique. Le plus beau dans cette histoire, c'est que ce petit code paysan a traversé les décennies. Aujourd'hui, le domaine fondé par les descendants d'Aldo produit toujours un Zinfandel baptisé Black Chicken, une bouteille haut de gamme, fière de ce passé clandestin. Et ce n'est pas juste du marketing, c'est un héritage culturel. Ouvrir une bouteille de Black Chicken, c'est un peu comme ouvrir une capsule temporelle, chargée de peur, de ruses, de débrouilles et d'histoire. C'est une époque où des prêtres sont devenus négociants, des agriculteurs ont inventé des codes secrets, et des familles immigrées ont bâti les fondations du vin américain moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!